très heureux, je suis très fier de participer à ma façon à cette initiative fantastique, totalement essentielle et vitale pour la représentation citoyenne à travers le monde et donc pour nos démocraties. Cette année, l'équipe du projet international Société créatrice a été le partenaire média de G500. Le G500 est un mouvement national de concertation citoyenne et cofondateur du sommet annuel de la société civile. Le sommet a pour mission de réunir les acteurs de la société civile pour impulser une réflexion sur les défis sociaux, économiques, institutionnels et environnementaux actuels et futurs. Merci. Merci à vous qui venez à Marseille et différents pays que vous représentez et où il y a aussi beaucoup de travail pour que la liberté y soit préservée et que le combat des femmes continue et surtout gagne du terrain. Lors de cet événement, nous avons discuté avec les fondateurs, les partenaires et les invités. Nous avons fait l'interview avec Stéphane Pelé, l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Il est membre du G500 citoyen. Je suis Stéphane Pelé, donc comme vous le savez peut-être pas, mais en tous les cas dans cette organisation dite du G500, j'ai assuré la coordination générale, donc au titre, on va appeler ça de secrétaire général. Et en effet, un engagement très très fort qui a été pris avec tous les citoyens qui sont venus pendant 3 jours lors du G500 à Marseille, les 8, 9 et 10 juin. Ou bien avec tous ceux qui ont regardé au travers des lives, puisque vous savez que la plupart des débats étaient retransmis, ou tous les sympathisants des organisations très nombreuses qui ont fabriqué le G500, on avait pris l'engagement qu'une fois que les résolutions étaient adoptées par les citoyens, d'une part avec le jugement majoritaire, mais peut-être qu'on y reviendra, et puis par ailleurs par un vote électronique, on avait pris donc l'engagement que ces résolutions soient portées à ce qu'on appelle les décideurs. En France, les décideurs, ils sont de 2 niveaux. Il y a le niveau régional, donc on ira voir des présidentes et des présidents de région pour faire en sorte qu'ils connaissent la quarantaine de résolutions prises lors du G500. Mais on ira voir aussi, et on a commencé à le faire, les membres du gouvernement les plus concernés par ces politiques publiques-là. Puis on verra aussi Madame la Première ministre, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Et enfin, on a bien sûr tous les contacts pris avec le cabinet du Président de la République pour faire connaître ce travail de 40 résolutions très fortes prises dans les champs sur lesquels on s'est exprimé, c'est-à-dire l'éducation, la santé, le handicap, la réforme des institutions, la justice, etc., etc., tous ces grands sujets. Et c'est pour ça que Madame la ministre Agnès Firmin-Lebaudot, qui est donc la ministre déléguée en charge de la santé en France, nous a reçus, non seulement sur bien sûr les principales résolutions en matière de santé, mais aussi d'offres de soins en direction des personnes en situation de handicap, mais elle nous a reçus aussi de manière plus générale au nom du gouvernement, puisqu'elle va prendre en charge la transmission aux différents ministres concernés de toutes nos résolutions. Pourriez-vous expliquer le pourquoi du G500? D'où vient cette initiative? Quelle est la suite? Le G500, en fait, c'est une très belle idée de sommet de la société civile. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'en France, on a un pouvoir très centralisé et très vertical, qui est le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement sous la responsabilité d'un Premier ministre ou d'une Première ministre, et surtout sous l'autorité du Président de la République. C'est le système français, vous le savez, où on choisit tous les 5 ans, au 2e tour entre 2 candidats, donc pour être président de la République. Ce système a beaucoup de vertus, puisque c'est un système solide, ce sont des institutions qui, normalement, un peu moins en ce moment d'ailleurs, mais donnent une majorité
au gouvernement et au président de la République pour mettre en œuvre son programme. Mais il se trouve que le défaut de ce système, c'est que ça ne donne pas assez la parole aux citoyens, à la société civile, aux associations, aux collectifs, aux mouvements, aux ONG qui agissent, eux, sur le terrain tous les jours. Et nous, cofondateurs du G500, on a coutume de dire que la société actuellement, elle doit fonctionner sur 3 piliers. Il y a bien sûr le pouvoir national exécutif, donc le gouvernement, qui est contrôlé par le Parlement. Il y a un pouvoir local, ce sont tous les élus locaux dans les communes, les fameuses mairies, les départements, les régions. Et puis, il y a ce 3e pied, le tiers secteur, comme peut-être avant on disait même le tiers État, si on se souvient de l'époque de la Révolution. Ce tiers secteur, c'est tous ceux qui agissent, souvent dans l'ombre, au nom d'associations, dans les champs de la solidarité, de l'environnement, de la culture, du sport, etc., etc. Et toutes ces personnes, elles sont porteuses de solutions, d'innovations, de propositions, mais on ne les entend pas parce qu'il n'y a pas, comme le dit Aurélie Gros pour l'instant, de ministère des citoyens. Il n'y a pas un endroit réceptacle de toutes ces idées. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi annuellement, il n'y aurait pas un sommet de cette société civile. Donc c'est devenu le G500. Pourquoi 500? Parce que ceux qui ont lancé cette initiative au départ, lors d'un appel au président de la République, en lui demandant d'organiser un sommet, donc étaient 500. Maintenant, nous sommes plus de 1600 associations qui œuvrent derrière tout ça. On s'était adressé au président de la République parce qu'à l'époque du premier sommet, il y avait une élection présidentielle en France et ensuite des élections législatives. On avait pensé que ça pouvait être un thème. En fait, vous savez, comme toujours, souvent qu'on s'adresse au bon Dieu, mais finalement, il vaut mieux qu'on réussisse par soi-même. Vous connaissez la formule, aide-toi, le ciel t'aidera. Et on a finalement préféré fabriquer nous-mêmes ce sommet citoyen. La première édition en 2022 a été une grande réussite. Et donc, en 2023, c'était la 2e édition. Et ce G500 avait plus de 1500 inscrits, je vous passe disons les chiffres, mais 74 intervenants dans tous les débats, dont 11 venus de loin, de l'étranger, ou quelquefois réfugiés en France, parce que nous voulions absolument ouvrir par une très belle conférence sur la question des démocraties face aux autocraties dans le monde. Quel est le rôle de G500 au sein de la société pour résoudre justement différentes crises sociales, économiques, climatiques, etc., auxquelles nous faisons face aujourd'hui? Quel est votre avis? On a coutume de dire que la démocratie, c'est le meilleur système parce qu'il donne la parole à tout le monde, mais qu'il a quand même un défaut, c'est qu'il serait un peu lent et que notamment l'élaboration de la décision serait lente. En effet, dans une dictature, ça va vite. Il suffit qu'il y en ait qu'un qui décide et comme ça, c'est fini. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est jamais du temps perdu de donner la parole, de s'écouter pour élaborer des solutions et notamment donc, pour résoudre les crises dont vous parlez. C'est pour ça que peut-être quelquefois il faut des formules très rapides. On parle souvent avec un nouveau gouvernement, par exemple des 100 jours. On comprend bien qu'un nouveau gouvernement qui arrive, il faut qu'il marque les esprits et qu'il réussisse une ou deux grandes réformes. Mais pour toutes les autres, vous avez parlé d'une crise sociale, démocratique, même sanitaire avec les questions de santé en France. Pour toutes les grandes réformes qui souvent orientent le fonctionnement du pays pour 10 ou 20 ans, qu'est-ce que c'est que de perdre 6 mois de temps à d'abord parler, à d'abord écouter les citoyens avant d'élaborer les réformes qui souvent en France se font sous la forme de loi. Parce qu'en France, on ne sait pas agir sans la loi. C'est comme ça. Donc nous, on pense que la démocratie, en effet, c'est un des systèmes qui permet d'éviter des crises graves. On le voit dans d'autres pays plus autoritaires. Quand les boulons sont très serrés, tout va bien. Mais il arrive un moment où les boulons sautent, et là les crises deviennent très aiguës et même quelquefois dramatiques. Quels sont les fondamentaux d'une société bienveillante, créatrice, humaine, dans laquelle il serait agréable de vivre pour vous, pour vos proches, vos amis? Imaginons un peu cette société où l'être humain est au centre. Alors, ce serait une république et une démocratie idéale, dans lesquelles auraient leur place les fondements de la République, c'est-à-dire d'abord l'ordre. Il faut quand même une loi et des lois et un ordre public pour que chacun se sente
à l'aise. Vous savez, on dit en France, la sécurité est la première des libertés, donc il faut se sentir bien et à l'aise. Ensuite, il faut financer ensemble, donc de manière collective et collégiale, un certain nombre de choses. On appelle ça l'impôt. On n'a pas encore trouvé mieux que ça, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire pas au sens anglais taxe, mais au sens de la contribution volontaire au fonctionnement du pays. Et puis il y a l'élection. Et l'élection, il faut qu'elle se fasse avec une participation élevée. Et pour qu'il y ait une participation élevée, il faut que le citoyen se sente entendu. Et c'est pour ça que dans une république idéale, comme vous dites, ou comme je dis, il faudrait qu'il y ait une bonne dose, une bonne part de participation citoyenne aux décisions. Voilà, c'est pour moi, puis un petit peu de soleil et tout va bien. Quels sont les outils qui pourraient nous rapprocher de cette société? Alors je pense qu'il faudrait à la fois beaucoup plus de liberté, notamment ceux qui veulent entreprendre, beaucoup de simplification. Je vous donne un simple exemple. En France, on est très fort pour mettre au point des règlements, une administration souvent tatillonne et un peu lourde. Est-ce que vous savez que quand vous dirigez une association comme la Croix-Rouge, qui a 20 000 salariés, ou quand vous dirigez une association où il y a 4 personnes et où il n'y a même pas un salarié, vous avez les mêmes obligations administratives de tenir des assemblées générales, des conseils d'administration, des réunions de bureau, des procès-verbaux, des convocations, des dates précises, etc. Il y aurait donc une première chose à faire, c'est vivre dans un monde où la liberté d'entreprendre, d'agir, de se réunir, de s'associer, soit posée sur des bases beaucoup plus simples. Ça serait une première chose. Ensuite, une deuxième chose, ça serait de laisser la place à l'épanouissement personnel d'abord et avant tout. Vous savez que l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche sont souvent fondés finalement sur une forme de compétition entre les élèves. La France est très forte pour former une élite. Ce qui veut dire que tous les moyens sont tournés pour l'essentiel, je ne veux pas caricaturer bien sûr, vers ceux qui feront la future élite, c'est-à-dire les 20% les plus doués. Classes préparatoires, grandes écoles, etc., niveau de diplôme, concours, tout est fait autour de ça. C'est pas ça qui fait l'épanouissement des personnes. Souvent dans sa vie, on va faire beaucoup d'autres choses que simplement passer des études à un métier. Et c'est là où on a besoin que tout ce système soit aussi orienté vers tous les autres, qui peuvent être des créatifs, qui peuvent être des gens avec des talents de fabrication, d'artisanat, etc. Et donc la France doit évoluer de plus en plus vers ce système. Troisièmement, il faut que la France revendique pleinement ce qu'elle est, c'est-à-dire une nation des 5 continents. Vous savez que la France est la deuxième puissance maritime mondiale, compte tenu du fait qu'elle a la plus longue, le plus long linéaire de kilomètres maritimes au monde, parce qu'on trouve des Français aux Antilles, dans les mers australes, etc. Et la France devrait revendiquer ça, parce qu'elle qui a toujours eu un message, le fameux message des Lumières, donc ces philosophes qui à un moment prônaient la liberté, l'égalité, la fraternité, eh bien je pense qu'il faut assumer complètement le fait que ce rayonnement se fasse à l'échelle du globe, voilà, une France des 5 continents complètement assumée. Comment assurer la responsabilité des élus par rapport aux engagements annoncés? Ce sont des positions sur lesquelles on a beaucoup discuté lors du premier sommet citoyen en 2022. En effet, il faut que le contrôle par les citoyens soit effectif. Il y a par exemple des possibilités d'installer des collèges citoyens dans des grandes institutions pour que régulièrement il y ait ce regard du citoyen sur le fonctionnement. Des personnes qui d'ailleurs ne resteraient pas plus d'1 an parce qu'il ne faut pas qu'elles s'installent, sinon il y a des habitudes qui sont prises. Mais moi je pense que la télévision publique ou la radio publique, c'est-à-dire l'audiovisuel, pourrait avoir un collège citoyen pour regarder ce qui se passe. Je pense que les grandes institutions, le Sénat, l'Assemblée pourraient avoir, d'ailleurs c'est en train, il faut bien le dire, il y a quand même des choses qui se font. La présidente de l'Assemblée a souhaité de plus en plus ouvrir l'Assemblée nationale aux citoyens. Donc il faut ces moments de regard et de contrôle citoyen. Et puis, par ailleurs, il faut aussi que quand on élabore une loi, on en passe d'abord par un temps de concertation très très fort. C'est un peu cette fameuse idée que je développais tout à l'heure de ministère des citoyens.
Et enfin, au plan local, les élus devraient rendre visibles exactement toutes les positions qu'ils ont prises au long du mandat. Et en échange de ce devoir des élus, je pense qu'il faudrait, mais ça c'est une position personnelle, rendre le vote obligatoire, ainsi que la comptabilisation du vote blanc. Pourquoi? Parce qu'un système démocratique dans lequel les gens ne vont pas voter, il ne marche pas. Or, de la même manière on a droit à une éducation, à la santé, je pense qu'on aurait le devoir d'aller voter. Donc c'est pour ça que je suis plutôt favorable à ce triptyque, vote obligatoire, reconnaissance du vote blanc, mais obligation de rendre des comptes précis pour les élus. Est-ce que le G500 peut devenir la base pour le développement d'une démocratie électronique à travers la création d'une plateforme électorale électronique en France et peut-être montrer l'exemple et peut-être aller ensuite à l'international? Qu'est-ce que vous pensez, les risques, les avantages, les inconvénients? Oui, pourquoi pas. On a commencé à marcher vers un système de ce type-là, puisque nos débats se sont conclus par des votes de tous les participants, qui soient présents ou à distance en live, par le jugement majoritaire. Donc ça leur a permis déjà de trier les résolutions, parce que finalement on peut faire de très très nombreuses résolutions. Ce qui est important, c'est quand même de savoir quelles sont les premières priorités pour les Français. Ensuite, on a soumis l'ensemble des résolutions à un vote par système justement de vote électronique avec nos partenaires d'Electis, et dans l'autre cas c'était nos partenaires de Mieux Voter. Donc on a commencé à aller vers ça, et en fait il est vrai que tous les débats que nous menons, que ce soit au moment du sommet citoyen, mais aussi dans nos différentes antennes départementales, peuvent constituer petit à petit une sorte de programme, une base programmatique dans laquelle pourront peut-être puiser de futurs candidats. En tout cas, j'ai participé à cette expérimentation, ça m'a beaucoup plu, je soutiens et j'ai vu les résultats, donc ça me paraît vraiment efficace. Je pense qu'il faut vraiment continuer, c'est des bonnes tendances en tout cas. Merci pour votre regard bienveillant et souriant. Et comment voyez-vous votre journée idéale dans la société du futur où chaque être humain est heureux? Ah, moi j'ai aussi mes petits jardins secrets. Donc à titre personnel, que ce soit par mon éducation, et puis là où j'ai grandi plutôt dans les milieux du théâtre, de la danse, de la photographie, du cinéma, enfin de toutes ces belles passions et ces pratiques artistiques. Donc moi, une journée idéale, c'est une journée avec un livre, avec la mer pas loin, puisque c'est mon biotope préféré, et voilà, la lecture, la pensée, et puis ce que je trouve le plus beau, la pratique notamment théâtrale, qui reste l'art le plus vivant qui soit. Il y a 8 fondements de la société créatrice et sont ressortis suite à des interviews, une enquête sociale qui a été menée partout dans le monde par des bénévoles de la plateforme Société Créatrice. Et donc ils posaient justement la question dans quelle société il serait agréable de vivre pour vous, pour vos proches, pour votre famille, etc. Comment vous voyez cette société? Et les gens ont ressorti les fondements. Ça veut dire que le premier fondement, la vie de l'être humain à la plus haute valeur. Ensuite, il y a la sécurité de l'être humain, la liberté de l'être humain, l'idéologie créatrice, développement de la personnalité, justement pour développer nos dons et nos capacités, justice et égalité, gestion autonome de la société. Il y en a un sur lequel je voulais vous poser la question, c'est la transparence et l'accès à l'information pour tous. Chaque être humain a le droit d'obtenir des informations fiables sur le mouvement et la distribution de fonds publics. Chaque être humain a accès à des informations sur le statut de la mise en œuvre des décisions de la société. Les médias appartiennent exclusivement à la société et reflètent l'information de manière véridique, ouverte et honnête. Moi, je pense que ce que vous dites, c'est donc cette fameuse société transparente. Alors moi, je ne suis pas un fan du mot déjà, parce que à force de voir à travers, on ne voit plus grand-chose. Et je pense qu'une information n'a de valeur que si elle est donnée par rapport à son contexte et qu'on a tous les éléments pour juger de là où elle se situe, etc. Enfin, c'est tout le traitement par les médias qui évite le buzz, l'expression très courte avec quelques mots qui souvent finalement ne permet pas aux citoyens de comprendre ce qui se passe. Donc moi je suis très favorable à l'accès aux informations. Il faut le dire, dans le système français, il y a quand même eu un début avec la commission administrative d'accès aux droits, d'accès aux données. Enfin, on est de plus en plus tourné vers ça. Mais il y a aussi beaucoup de lois d'exception qui sont rentrées comme des lois finalement permanentes. Il y a beaucoup de
comment dire, de contexte de crise, qui ont amené à ce que des informations soient inatteignables pour le simple citoyen. Sans parler des protections classiques sur les archives, les données personnelles, etc. Avec des durées plus ou moins longues. Je suis historien de formation, donc je sais ce que c'est que d'aller chercher de l'information, des fois dans des documents dont il faut attendre la classification parce qu'ils ont été mis soit en secret défense, etc. Pour vous dire qu'en effet, il y a encore un énorme effort à faire en matière de transparence. Et donc je pense que, à part le mot dont je me méfie un tout petit peu, mais parce que c'est comme tous les mots valises, je suis vraiment favorable au concept et à la valeur donc de capacité à ce que chaque citoyen puisse être informé et puisse avoir accès aux informations. Merci beaucoup. Un message pour nos spectateurs, ceux qui vont regarder cette interview. D'accord. Alors, moi je suis un citoyen du monde. Et à ce titre, je pense que nous devons continuer à faire prospérer les systèmes, qu'ils soient civilisationnels, économiques, culturels, qui sont les plus rassembleurs. Et donc en ça, je suis un vrai passionné, un vrai fan de l'Union européenne, dont j'espère qu'elle s'étendra du côté des Balkans et aussi du côté, par exemple, de l'Ukraine. Merci énormément.